faisons le tour de la géopolitique avec Benjamin Tremblay, analyste indépendant. Bonjour Benjamin. Bonjour Rémi. Parlons de ce chasseur européen. On le sait, l'Europe veut démontrer qu'elle est encore capable de faire œuvre commune, donc de se réarmer, d'établir des partenariats entre les pays. Mais là, on a abandonné un projet, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Ça s'appelle le SCAF. Exactement. L'idée, en fait, c'était présenté avec des termes anglophones au départ. Pour l'abréviation, on parlait du Future Air Combat System, qui était essentiellement un chasseur qui était censé être produit de manière commune entre la France, l'Espagne et l'Allemagne. L'Allemagne, de son côté, qui était représentée avec l'Espagne, avec Airbus, les Français avec Dassault. Malheureusement, les négociations sont effondrées. C'est maintenant officiel. Ça fait plusieurs années qu'on espérait un peu... C'est un symbole, si on veut, de l'intégration de la défense européenne. On s'entend depuis plusieurs années déjà. On entend notamment Macron qui avait compris qu'il y avait un effondrement, si on veut, de la garantie de sécurité américaine, que les Américains seraient plus là pour défendre les Européens. Et si c'était, disons, très fortement suggéré durant le premier mandat de Trump, c'est devenu très explicite durant le deuxième. Et donc, déjà autour de 2018, 2019, on entendait Macron nous parler de l'OTAN qui était en état de mort cérébrale. Constat qui, rétrospectivement, je pense qu'on peut convenir, il avait tout à fait raison. Maintenant, déjà en 2017, Macron annonçait en grande pompe ce projet d'avion européen. L'idée était bien sûr de placer la France au cœur, si on veut, du complexe militaro-industriel européen, placer les capacités françaises au cœur de tout ça et s'assurer qu'on soit les leaders, si on veut, de cette nouvelle architecture sécuritaire. Là, ce qu'on constate, c'est un échec sur toute la ligne, en fait. Non seulement c'est un échec sur la collaboration entre les États eux-mêmes, on parle de l'Espagne, de la France, de l'Allemagne, mais aussi, additionnellement, c'est un échec industriel. Puis ça montre vraiment la limite, si on veut, de la capacité de ces gouvernements-là à intégrer leurs architectures sécuritaires. Parce que ce qui cause l'effondrement de ce projet, c'est pas une mésentente entre la France, l'Allemagne, ou c'est une mésentente entre les industriels directement. C'est Dassault qui voulait absolument avoir un rôle plus important dans la construction, la fabrication de l'appareil lui-même. Et donc, ça a causé, si on veut, l'effondrement de la relation entre les différents partenaires industriels qui étaient impliqués. Et on voit que les pays sont un peu forcés de lever leurs bras en l'air et de dire, on recommence à zéro. Rémi, tu sais comme moi, là, des projets de chasseurs avancés comme ça, de notre côté au Canada, bien sûr, on est aligné avec les Américains, le F-35. C'est un projet qui dure depuis la fin des années 90. Il faut des décennies pour livrer ces appareils. Alors, c'est un recul incroyable, non seulement au niveau de la cohésion européenne, puis au niveau du symbole de tout ça, mais encore plus opérationnellement parlant, là, c'est les Européens qui se retrouvent des années en arrière. Oui, mais là, tu viens de dire que c'était pas le signe, cet échec-là, d'une mésentente entre les pays, c'était plus une mésentente entre les industriels. C'est comme ça qu'on va se défendre les différents dirigeants des États européens. On ne voudra pas s'humilier sur la place publique, dire on n'est pas capable de faire encore en 2026 des grands projets alors qu'on a un partenaire qui n'en est plus un, les États-Unis, qui nous force de nous débrouiller nous-mêmes. Il faut quand même... Moi, je serais un petit peu en désaccord avec toi. Je pense que ça en dit long sur la capacité des États de s'entendre. Écoute, on aura un test là-dessus très bientôt, en fait, parce que Dassault, ce matin, ou plutôt, Airbus, propose une alternative aux États en question, à dire, vous savez, ce projet vient de s'effondrer, on peut le structurer autrement. Cette fois, ce serait Airbus qui serait au centre de l'équation et on va essayer de relancer les négociations. Maintenant, encore une fois, c'est un peu le dilemme de l'arrêt d'autobus, où là, on en vient à se poser la question sérieusement, est-ce qu'on se lance dans une nouvelle aventure avec d'autres parties prenantes qui pourraient causer l'effondrement du projet, encore une fois, sur une question de cohésion, financement, tout simplement d'alignement, ou est-ce qu'on s'en va chacun dans notre direction avec, on s'entend, il faut le comprendre, là, des coûts additionnels absolument stratosphériques. Et il n'y a aucun des États individuels, à l'exception de la France peut-être, qui est en posture actuellement là, pour développer un avion entièrement indigène à partir de leur propre complexe militaro-industriel. Les Allemands ont énormément d'investissements à faire. Même chose pour les Espagnols. Alors, c'est triste à dire, mais c'était naturel que les Français se retrouvent au cœur de cette équation. Je ne sais pas s'ils ont intérêt à partager leur technologie, puis à tout simplement aller en collaboration avec des États qui, fondamentalement, n'ont pas grand-chose à apporter, autre chose que du financement. Mais un jour, Benjamin Tremblay, j'ai l'impression que l'histoire va juger sévèrement les États qui auront décidé de se désindustrialiser pour choisir d'autres voies de développement de l'économie. Les Américains ne l'ont pas fait. Et on leur disait, voyons donc, pourquoi ils ne se désindustrialisent pas, pourquoi ils ne se démilitarisent pas, il n'y a plus de conflit à l'horizon, mais
il y avait comme une vision à très long terme aux États-Unis. On était capable de savoir qu'on n'était qu'un détail de l'histoire et que à partir du moment qu'on se démilitarise, ben, on est tout nu. Là. C'est comme se ramasser tout nu devant quelqu'un qui est bien habillé. On a l'air fou. Exactement. Rémi, tu touches quelque chose de tellement fascinant, puis que récemment, j'y pense énormément. J'arrive de quelques jours en mer avec la marine française qui participait à des exercices sur un énorme porte-hélicoptère, le Dixmude. C'est un navire de classe Mistral qui est entièrement construit par les Français. Puis moi, c'est justement ce qui m'a fasciné là-dessus. Je veux dire, très sincèrement, j'ai été embarrassé, j'ai été gêné. Parce que moi, je suis embarqué à bord de ce navire toujours avec l'idée un peu de comprendre cette autonomie stratégique française. Les Français, justement, comme tu le dis, ont investi à contre-courant, dans un environnement, quand je dis à contre-courant, où on avait de la stabilité internationale, où on avait la paix à l'échelle relativement prévisible. Les Américains endossaient beaucoup des garanties de sécurité. On avait la navigation libre à travers les océans du monde. Il n'y avait vraiment pas de raison d'avoir cet énorme complexe militaro-industriel et surtout de ne pas l'intégrer aux autres, de ne pas avoir, si on veut, des appareils communs, de ne pas avoir des équipements communs, des plateformes communes. Les Français ont tenu extrêmement fort à avoir justement cette capacité autonome à projeter leur propre puissance. Et ça a été fait. C'est un pari extrêmement coûteux qu'on ne comprenait pas jusqu'à aujourd'hui. Alors que justement, là, on comprend toute la vertu de ce genre de pari par un gouvernement, alors que nous, de notre côté, depuis les années, disons, 70, 80, on s'est largement désindustrialisé, particulièrement au niveau de la sécurité, au niveau militaire. On a des décennies de rattrapage à faire. Et ce que je constatais à bord de ce navire, c'est que, et quand je te dis c'est gênant, on est peut-être mieux d'abandonner tout de suite. Parce que là, ce que je constatais, c'est de voir, il n'y a pas seulement la tôle, il n'y a pas seulement le navire lui-même, il y a aussi l'opération du navire, les cerveaux, les programmes universitaires qu'on a maintenus à contre-courant, des centaines d'ingénieurs qui sont à travers les écoles navales et militaires, mais c'est aussi, naturellement, les industriels. Des entreprises qui doivent être approvisionnées par les contrats de l'État, par une armée qui génère assez de commandes pour faire survivre ces énormes conglomérats. Donc, c'est un pari que très peu ont fait. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le Canada a plus d'armée, est vraiment tout nu. L'Allemagne est tout nu. Le Royaume-Uni est tout nu. Tout le monde est tout nu à l'exception des quelques-uns qui ont pris la question sécuritaire au sérieux. Je pense que l'Europe va se transformer en un camp nudiste. Tout le monde est tout nu, tout le monde est tout nu. Hey, parle-moi du sommet à Pyongyang entre Xi Jinping et Kim Jong-un. Jamais dit de nom asiatique aussi nombreux dans une phrase. Absolument. Ben, en fait, c'est un sommet entre donc le président chinois Xi Jinping puis Kim Jong-un, on pourrait le dire ainsi, le dictateur, secrétaire général du Parti communiste nord-coréen. Vous avez donc une réunion qui, en fait, on pourrait présumer qu'elle se produit souvent. C'est tout l'inverse. C'est extrêmement rare qu'on voit Xi Jinping qui se déplace en Corée du Nord, à Pyongyang. La raison là-dessus, il faut se mettre dans le contexte. On vient d'assister quand même à un rapprochement considérable entre la Russie et la Corée du Nord via la guerre en Ukraine, alors qu'on se souvient, d'abord d'un échange de technologies où les Russes ont fourni beaucoup d'équipements, de technologies notamment navales, les Nord-Coréens qui viennent juste de commencer à déployer des nouveaux navires avec des technologies russes. Et en échange, on a fourni de la chair à canon. Des Nord-Coréens qui sont retrouvés directement sur le front ukrainien à combattre les troupes ukrainiennes et qui, faut le dire, ont acquis une expérience considérable. Et ça, même, ça vient des Ukrainiens eux-mêmes. Ils ont observé des soldats qui couraient un peu partout comme des poules pas de tête au début pour ensuite rapidement devenir intégrés à des unités et devenir opérationnellement très efficaces là, et adopter les tactiques modernes. Donc, pour un pays comme la Corée du Nord qui, au bout de la ligne, n'est pas une menace pour personne en dehors de sa capacité militaire, nécessairement, toute l'expérience qu'on peut acquérir, toute la forme de crédibilité qu'on peut aller chercher là-dessus, c'est sûr que c'est un avantage. Donc, là, on voit la Chine qui essaie juste de projeter son influence sur la Corée du Nord, rappeler à tout le monde que c'est sa cour, qu'elle a aussi des bonnes relations. Ce qui est particulièrement intéressant aujourd'hui, normalement, tout le monde qui visite la Corée du Nord a à peu près une chose à son agenda, c'est la question nucléaire. C'est-à-dire, il faut que tu arrêtes d'avoir des armes, il faut que tu mettes fin à ce programme nucléaire, du moins qu'on le suspende, qu'on négocie quelque chose. Et c'est toujours au minimum un exercice de gesticulation, de faire croire qu'on essaie de convaincre la Corée du Nord d'abandonner tout ça. Cette fois-ci, la Chine ne l'a même pas mis à l'agenda. La Chine sera en Corée du Nord. On ne parle pas du tout de la question nucléaire, ce qui nous indique d'abord dans un premier plan que la Chine, peut-être a compris maintenant que la dénucléarisation de la Corée du Nord, c'est pas réaliste. Peut-être additionnellement qu'on est vraiment juste aussi dans une tentative de se rapprocher, un geste de bonne foi.
Est-ce que tu irais en Corée du Nord, Benjamin Tremblay? Tu es allé visiter tu l'as dit tantôt, un bateau de la navale française. J'imagine que tu vas rendre ça disponible sur ta chaîne YouTube dans quelques semaines. Mais la Corée du Nord, là, si tu avais une invitation à y aller, dirais-tu oui ou non? Ça dépend toujours des conditions, nécessairement, mais je pense que ce serait une belle expérience. Et, écoute, ce qu'on voit pas, on peut pas le raconter. Donc, oui, absolument, ça me ferait plaisir. Ouais, la Corée du Nord. Moi, je pense que. On peut-tu faire le party là-bas un peu? Tu penses-tu, Olivier? Je pense pas, non. Non, on peut pas faire le party. Non. Ah, ben, là, Ouais. moi, c'est mon standard. Si on peut pas faire le party, je vais pas quelque part. Donc, ça va faire. Pour ça, j'irai jamais en Arabie Saoudite. Là, tu peux même pas boire d'alcool. Laisse faire. Va pas en beaucoup, Ontario. Merci, Benjamin Tremblay.